Bien, d'abord, je voudrais te remercier, Jules, pour m'avoir contacté sur LinkedIn et puis avoir essayé d'organiser cette webconférence avec moi. Comme on l'a dit, pour que les gens soient bien au courant, on va essayer de l'enregistrer pour que le groupe d'étudiants puisse en garder une trace, éventuellement le partager avec des gens qui n'ont pas eu la chance de se joindre à nous aujourd'hui, et puis pouvoir participer à une plus grosse diffusion des connaissances. Donc, ce que je suggère aujourd'hui, c'est pour la bonne organisation de notre conférence. Vous pouvez rentrer et sortir comme vous le souhaitez. Ça pose aucun souci. S'il y a des gens qui ont d'autres choses à faire ou qui ont des obligations. Moi, de mon côté, j'ai absolument tout mon temps. Je suis à Mexico, donc 7 heures derrière la France. Donc, je peux rester et consacrer l'ensemble de ma matinée pour vous, toutes et tous. Et on peut vraiment débattre, discuter, où je peux essayer de répondre à vos questions dans la mesure de mes connaissances et de mes compétences. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, comme on l'a déjà dit, on va inviter tout le monde à se mettre en micro muté. Et puis, je vais essayer de vous faire une présentation qui va être un peu magistrale, mais on peut l'interrompre par des questions éventuelles. Mais ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir vous parler pendant à peu près 45 minutes à 1 heure, dans lequel je vais vous exposer un certain nombre de thèmes. Et puis ensuite, on pourra ouvrir un débat absolument ouvert sur tout ce qui vous passe par la tête dans ce que j'ai pu évoquer et ce qui peut vous donner un peu une idée globale de ce dont on va parler. Je pense que derrière, on peut consacrer tout le temps nécessaire à ce qu'il faut faire. Je vais démarrer par une présentation rapide de qui je suis. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout parler de mon entreprise, pas nécessairement parler de ce que je fais, sauf si ça vous intéresse dans la deuxième partie du débat. Et puis, je vais ensuite vous donner quelques généralités sur de quoi on parle en termes de pétrole en mer. Ensuite, je vais vous donner un exemple particulier d'un pays dans lequel j'ai eu la chance de travailler pendant assez longtemps. Et après, c'est une conférence qui est vraiment destinée à de la vulgarisation d'un domaine pétrolier qui est assez mal connu, qui prend une grande place dans le monde de l'énergie. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire travailler des ordres de grandeur, de vous faire comprendre un peu de quoi on parle en termes de mécanique. Donc, c'est des connaissances qui s'adressent à des ingénieurs et des scientifiques, mais pas seulement. Et puis, des ordres de grandeur, et ça va vous susciter des envies de discuter. Voilà. Donc, en fait, je m'appelle Paul Palacios, j'ai 41 ans, je suis franco-colombien et je suis un des fondateurs d'une société qui s'appelle X-Wells, après presque 20 ans passés dans des multinationales. Alors, la présentation que je vous donne aujourd'hui, c'est une présentation que je donne dans un certain nombre d'institutions, en fait, d'enseignement à travers le monde. C'est une présentation que je donne dans mon ancienne école d'ingénieur ou ici au Mexique, par exemple, à l'Université nationale. Donc, je l'ai volontairement faite de manière à ce qu'elle soit assez universelle et qu'elle puisse parler à des étudiants du monde entier. Alors, donc, merci à tous, évidemment, en particulier donc à l'équipe de ce Student Chapter de l'Uni La Salle à Beauvais, pour pouvoir avoir organisé ce séminaire qui va nous permettre de partager un bon moment ensemble. On a déjà parlé de ce qui sont un peu les règles pour qu'on puisse avoir un webinaire en bonnes conditions. Donc évidemment, c'est ce que j'appelle être présent dans l'instant et dans ce qu'on essaye d'expliquer. Je démarre également toujours mes encouragements pour les étudiants du monde entier à qui je fais cette conférence. C'est que pour beaucoup d'entre nous, pour avoir un futur brillant, il faut maîtriser les langues. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous allez voir que les transparents de cette présentation, en fait, sont en anglais. Donc c'est pour vous inciter à au moins maîtriser des langues étrangères, sans quoi vous ne pouvez pas faire une carrière intéressante à travers le monde. Je vous donne un nuage de points, un peu de questions et de notions que je vais aborder aujourd'hui. Donc les océans, les ressources, le pétrole, la technologie, l'énergie, les grands projets, le deepwater, les conditions extrêmes, l'Afrique. Vous aurez ces transparents plus tard.
Très rapidement, d'où je viens, donc je suis né en 78, je suis né en France, mais mon père était d'Amérique latine, donc j'ai toujours été à cheval en fait entre deux cultures et deux mondes. J'ai fait toutes mes études en France et passé la plupart de ma vie là-bas. Et en fait, paradoxalement, j'ai travaillé en France seulement 6 mois dans ma vie, et le reste, je suis parti directement à l'international. Je partage ma vie entre 3 zones du monde qui sont très très distantes. En fait, ça fait plus d'une dizaine d'années que je vis en Indonésie, où j'ai ma femme et mes enfants. Donc j'habite à Bali, une île magnifique que beaucoup de gens connaissent pour son tourisme, mais pas nécessairement pour la vie quotidienne. Je passe en France de temps en temps pour voir le reste de ma famille. Et actuellement, depuis plusieurs années, je dirige l'ensemble de notre business dans un pays merveilleux d'Amérique centrale, enfin d'Amérique du Nord en fait pour être très exact, avec le Canada et les États-Unis, qui est le Mexique. Cette petite carte, c'est un peu un clin d'œil. C'est pour vous montrer une carrière internationale dans le pétrole sur à peu près une quinzaine à une vingtaine d'années. Ça va vous amener à travailler où? Donc voilà un peu un élément sur la carte des endroits où j'ai eu la chance de travailler, parfois pendant plusieurs années à travers le monde. Donc vous voyez un peu sur tous les continents, mais essentiellement en Afrique. J'ai démarré ma carrière en fait chez Total, dans lequel j'ai passé une dizaine d'années. Donc je suis à la base un ingénieur de l'amont pétrolier dans le domaine des puits, c'est-à-dire le forage et le développement des puits, et en particulier en mer profonde. Donc ça a été la première partie de ma carrière. C'est une première partie sur laquelle pendant 10 ans, en fait, c'était pas vraiment du management, mais j'ai surtout appris un métier. Je suis devenu un spécialiste de tout ce qui sont les puits en mer très profonde, et on va en parler pendant toute cette conférence. Après une dizaine d'années chez Total, où j'avais donc appris un métier, je suis passé chez la société britannique BP, dans lequel en fait j'ai essentiellement appris le management. C'est-à-dire, à la place de passer 10 ans à me développer moi-même chez Total et à apprendre un métier, en général, l'ingénieur, le géologue, le technicien, le cadre, il va passer ensuite une deuxième partie de sa carrière qui est d'apprendre à développer les autres et transmettre ce qu'il a connu et puis animer les choses. Et également, en fait, j'ai choisi ce choix de carrière parce que BP m'a fait une proposition professionnelle impressionnante. C'est important, pourquoi je le dis aux étudiants? Parce que dans votre vie, parfois, ça peut être intéressant de sortir de sa zone de confort pour aller chercher un nouveau travail dans une nouvelle culture, un nouveau domaine. Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a rapporté en fait beaucoup d'argent. Et puis après cette période dans laquelle j'ai fait des choses beaucoup plus commerciales en Afrique chez BP, eh bien j'ai fondé mon entreprise il y a 6 ans maintenant avec des amis et on a décidé de prendre notre destinée en main. Alors évidemment, c'est des grands sacrifices parce que monter une entreprise à partir de rien, quand vous êtes arrivé à un point assez élevé dans des multinationales, ça demande une très très grosse remise en question personnelle. Et c'est une expérience que je recommande à de nombreuses personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça vous permet d'appliquer vos idées. Ce petit PowerPoint, encore une fois pour revenir sur mon expérience, ça vous donne un peu une idée de la diversité des projets que j'ai pu avoir la chance dans lesquels j'ai pu avoir la chance de contribuer à travers le monde entier en une quinzaine d'années. Et vous voyez que ça m'a amené à avoir des travaux de terrain. J'ai beaucoup travaillé sur les plateformes offshore, on va aussi en parler pendant la conférence, mais pas que. J'ai travaillé à des niveaux de projet, dans des bureaux d'études, par exemple en Norvège, quand j'ai commencé. J'ai eu la chance de travailler sur des chantiers navals en Corée, en Malaisie, étudier, faire pas mal de choses dans le monde entier. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet après cette rapide présentation sur mon parcours, où je l'ai dit, hein, je suis ingénieur de formation. À la base, j'ai suivi une formation en génie civil à l'école centrale à Lille. Et après ça, j'ai fait un 3e cycle à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs à Rueil-Malmaison, où j'avais été pré-embauché par Total et ensuite j'ai démarré directement chez Total. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pas du pétrole en général, je vais vous parler de l'amont pétrolier, un thème dans lequel je suis spécialisé.
et en particulier de quelque chose qu'on appelle l'offshore, c'est-à-dire l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer, c'est-à-dire évidemment loin des côtes, pour des distances qui vont dans certains pays entre quelques centaines de mètres de la côte jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Alors, ce que vous voyez sur la partie haute du dessin, c'est l'image traditionnelle que vous vous faites de ce qu'on appelle les plateformes pétrolières. Vous avez 3 plateformes qui sont représentées, reliées par des ponts. Une plateforme de forage, où vous voyez un derrick, et puis les 2 autres, c'est une plateforme de production, qui est une véritable usine, parce qu'en fait, le pétrole et le gaz, en général, quand ils montent, ils sont mélangés, et puis avec de l'eau parfois, donc il faut pouvoir traiter ces effluents. Et puis à droite, vous avez la plateforme d'accommodation, c'est là où vivent les gens. Ces plateformes, vous voyez qu'elles sont posées sur des tourelles qui vont jusqu'au fond de la mer. En fait, c'est comme des tours Eiffel. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'offshore conventionnel. Et en bas à gauche, à droite, pardon, vous avez ce qui a été ma spécialité pendant plus de 20 ans et qui l'est toujours, c'est tout ce qu'on appelle les technologies sous-marines, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz par très grande profondeur d'eau. En fait, vous comprenez rapidement que plus on va dans l'océan profond, il y a un moment donné, on ne peut plus se permettre de construire des tours en acier qui font des kilomètres. Donc typiquement, les tourelles en acier, on peut monter jusqu'à 100 ou 200 mètres de profondeur, plus dans certains cas historiques. Mais au-delà, en fait, on va préférer des solutions où la barge de production, comme vous voyez, cette espèce de bateau rouge et bleu, est flottante et elle est connectée par le biais de pipelines flexibles avec toute une infrastructure sous-marine qui est gigantesque. Et aujourd'hui, je vais vous parler spécialement de ça. Alors, j'aime bien commencer toutes mes conférences par quelque chose parce que quand on est étudiant technique ou qu'on s'intéresse à la technologie, en général, si on vous parle de milieux extrêmes, de super technologies du futur, très engageantes, tout le monde pense à cet endroit. Donc, en général, il y a des technologies extrêmes dans les environnements extrêmes. Et là, vous voyez cette très belle photo. Je m'amuse souvent à demander aux gens, quand on est en conférence live, à leur avis où c'est. Et plein de gens me disent que c'est au Sahara. C'est pas au Sahara. C'est une vue qui est prise par la sonde Curiosity sur Mars. Donc, c'est le cratère Endeavour. On voit à droite les traces des roues du robot du JPL et de la NASA. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est vraiment des conditions extrêmes. Mais en fait, c'est extrême par la distance et la difficulté de réaliser cette prouesse technologique, mais ce n'est pas très extrême d'un point de vue physique. Vous avez finalement une faible gravité, il fait moins 65 degrés en moyenne, et vous avez 6 millibars de pression, c'est-à-dire que ça ne soumet pas les équipements de la sonde à des différentiels de pression ou à des températures extrêmes. Et là, d'un seul coup, j'aime bien sauter à ça. Vous savez qu'on est allé sur Mars avec l'idée d'aller regarder s'il y a des formes de vie étranges, essayer de connaître un autre monde. Et en fait, il y a sur Terre un endroit qui est beaucoup plus extrême que Mars, où vous avez des formes de vie inconnues pour la plupart des scientifiques, et vous avez des conditions de température et de pression qui sont cette fois-ci hallucinantes. L'image que vous voyez, je vais vous passer une petite vidéo, en fait, elle est prise à plus de 2400 mètres de profondeur sur un champ qui appartient à Shell, et vous allez voir que ce que vous voyez à l'écran, c'est un véritable alien. Je vous laisse un peu profiter du spectacle. C'est un calamar qui fait une quinzaine de mètres de long et qui est extraordinairement rare. Et là, il est pris à l'image, en fait, des sous-marins robots qu'on utilise couramment en exploration pétrolière. Donc voilà, petit clin d'œil, en fait, la technologie extrême et les endroits extrêmes de la planète, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour les voir. Alors, je vais devoir ôter le plein écran juste un petit instant. Voilà, hop, pour finir la vidéo. Donc vous voyez, il y a 240 bars de pression, il fait 4 degrés, et au niveau de la gravité, c'est beaucoup plus puissant que sur Mars. Ça veut dire que, en fait, les technologies qu'on emploie dans le pétrole offshore, en mer profonde, elles doivent créer des résistances de l'électronique, des carters des appareils qui sont infiniment supérieurs à ce qu'on utilise dans l'espace. Et ça, c'est une des parties pour lesquelles, en fait, je suis rentré dans cette industrie parce que
je trouvais que rentrer dans les technologies océaniques, finalement, c'était comme travailler à la NASA, sauf qu'il y avait moins de gens qui le faisaient. Alors, un petit rappel que tout le monde connaît, bien évidemment, et en particulier vous, qui êtes essentiellement une assemblée de gens autour de la géologie, vous le savez bien. La Terre et la mer, c'est pas tout à fait équilibré à la surface de la planète. Donc voilà quelques chiffres que j'aime bien rappeler aux gens, c'est-à-dire qu'en fait, on a un continent qui fait 70% de la surface de la planète qui est totalement inexplorée et dont les ressources ne sont pas encore bien comprises. Maintenant, bon, vif du sujet, on va parler de pétrole et de gaz. Alors en général, en pétrole et en gaz, on ramène tout en ce qu'on appelle baril équivalent pétrole pour pouvoir comparer les pommes avec les pommes et les oranges avec les oranges. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de pétrole et de gaz dans le monde, en baril équivalent pétrole, c'est-à-dire en quantité d'énergie produite, en janvier 2019, alors là, les chiffres sont un peu en train de varier, et ça, on va en parler dans les autres parties du débat, mais enfin, c'est pour vous fixer une idée. La planète consomme et produit aujourd'hui entre 80 et 100 millions de barils de pétrole par jour. C'est ce que la planète Terre a besoin, c'est ce dont la planète Terre a besoin pour pouvoir assurer les activités humaines aujourd'hui dans le monde. Donc c'est une quantité absolument énorme. Juste pour votre petite information, un baril de pétrole, ça fait 160 litres. Donc dans un mètre cube, il y a à peu près 7 barils. Alors, à l'intérieur de cette production de 80 millions de barils en début d'année dernière, le pétrole en mer profonde, c'est-à-dire le pétrole produit sur des installations flottantes avec des puits sous-marins robotisés, ça représente 10 millions de barils par jour, c'est-à-dire 1/8 de la quantité du pétrole produit dans le monde est produite en mer profonde. Donc c'est absolument pas négligeable. C'est une quantité d'hydrocarbures énorme produite en mer dans la production mondiale. Et vous voyez que c'est à peu près stable depuis les années 2010, mais c'est essentiellement en pleine croissance depuis le début des années 90, on va dire. Juste pour replacer cette production en mer profonde par rapport à la production en mer, vous voyez qu'en moyenne, la production en mer totale, c'est 25 millions de barils par jour, c'est-à-dire presque un tiers. Donc, ce qu'on voyait, le shelf, c'est-à-dire le plateau continental, ça fait 125 mètres de profondeur, et le deepwater, c'est de 1500 à 1500 mètres, de 125 à 1500 mètres de profondeur. Et tout ce qu'on appelle l'ultra deep, c'est quand vous avez plus d'1,5 km d'eau entre la surface et l'endroit où vous commencez à forer le sol. Pourquoi c'est un thème important? Parce que en France, on n'est pas du tout familier aux problématiques du pétrole, parce que en France, traditionnellement, on n'a pas eu beaucoup de pétrole. Il y a un peu de pétrole en Aquitaine, au large de Bordeaux, il y a du pétrole en région parisienne, un peu justement vers Beauvais, mais également Melun, et puis tout l'Est parisien. Il y a du pétrole, mais pas dans des conditions, pas dans des quantités énormes. Alors donc, le pétrole, ça n'a pas une importance énorme d'un point de vue production pour la France, parce que la France ne fait pas beaucoup d'argent en vendant du pétrole, c'est juste pour notre consommation nationale. Au contraire, la France est un énorme importateur de pétrole dans le monde. Maintenant, il faut savoir que pour d'autres pays, ça représente une source essentielle de leurs revenus pour développer leur pays ou pour financer l'État. Et ça, c'est très important parce qu'on va en parler dans la deuxième partie du débat. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, il faut qu'on arrête de produire le pétrole », mais il y a des pays dont des millions de gens dépendent. Donc, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là « Oui, arrêtez ». C'est un peu comme si on disait à la France d'arrêter du jour au lendemain de faire du vin ou d'avoir une production agricole, ou qu'il fallait stopper Renault. Donc, pour ces pays-là, ce n'est pas un débat. Et ça, c'est important, j'aimerais bien vous sensibiliser à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas un problème dans le monde, mais c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit quand on parle de solutions globales. Et en particulier autour du pétrole en mer profonde, le pétrole en mer profonde, il a permis à des pays de se sortir de la misère ou de maintenir un niveau de revenus alors qu'ils n'en avaient pas. Et c'est le cas d'un pays dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui, qui est l'Angola, que vous voyez là sur la carte. C'est un pays d'Afrique australe, qui est situé à peu près 10 heures d'avion de Paris. Chez eux, vous voyez là des courbes de production. Ce qu'on appelle shallow water, c'est l'offshore conventionnel, pas profond, ou même l'offshore, le pétrole à terre.
Et en fait, le pétrole, en général, dans les pays, sa production décline parce qu'évidemment, les réserves s'amenuisent. Et vous voyez que depuis 2005, il y a eu une portion incroyable qui a été prise dans la production du pays par le pétrole en mer profonde. Donc, s'ils n'avaient pas été chercher leurs réserves en mer profonde, ils auraient eu une réduction considérable, en fait, de leurs revenus et de leurs ressources naturelles. Je vais vous parler un petit peu d'Angola en particulier. C'est un pays qui est proche de mon cœur parce que j'ai travaillé là-bas plus de 15 ans. C'est un pays qui fait 1 200 000 km², donc c'est 2 fois la France. Il y a presque 2000 km de côte pour seulement 30 millions d'habitants. Donc vous voyez, c'est 2 fois la France et la moitié de la population. À gauche, vous avez la capitale qui s'appelle Luanda, et le reste du pays, c'est un pays tout à fait méconnu des Français, mais qui est un pays magnifique. Vous avez à peu près tous les climats, il y a des plateaux, il y a du désert, c'est un pays très agricole. C'est un pays qui a été colonisé pendant des siècles par les Portugais et qui a obtenu son indépendance avec une guerre terrible en 1975. La capitale, c'est Luanda. Et malheureusement, de 1975 à 2002, il y a eu une guerre civile terrible qui a fait plus de 2 millions de morts, des mutilés, ça a été une tragédie horrible. Le pétrole a été trouvé là-bas dans les années 50. L'offshore a démarré en 66, c'est les Français qui ont fait ça avec Elf Aquitaine. L'Angola, c'est le deuxième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et ils produisent à peu près 1,40 million de barils par jour. Et puis, ils ont également énormément de réserves de gaz. Voilà. Alors, en Angola, je vais vous présenter, là, dans cette deuxième partie de cette petite heure de présentation sur le Deepwater, je vais vous présenter un projet type sur lequel j'ai eu la chance de travailler depuis le début jusqu'à la mise en production. C'est un projet qui s'appelle Dahlia. Dahlia, alors il faut d'abord vous imaginer que dans le sol, il y a 1 milliard de barils de réserves. Qu'est-ce qu'on appelle des réserves? Les réserves, ce n'est pas nécessairement la quantité d'hydrocarbures qu'il y a en place. Encore une fois, vous êtes un public de sciences de la Terre, vous le savez. En fait, le pétrole, ce n'est pas des lacs souterrains, mais en fait, les hydrocarbures imprègnent la roche, exactement comme quand on voit, en fait, sur une plage, le sable mouillé. L'eau, elle est à l'intérieur du sable, mais on ne la voit pas. Par contre, quand on creuse un petit trou avec sa main, on voit surgir l'eau à l'intérieur du trou. C'est exactement comme ça que se passe le pétrole. Sauf que si vous creusez un trou dans le sable, vous ne pouvez pas totalement assécher le sable. Il reste évidemment du liquide à l'intérieur du sable. Et donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre la quantité d'hydrocarbures qu'on appelle en place et la quantité de réserves qui sont en fait les hydrocarbures qu'on peut sortir de manière commerciale. Et ça, on va y reparler, je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus. En fait, les réserves, elles dépendent du prix des hydrocarbures. Si les hydrocarbures sont très très chers, des réserves dans le monde, il y en a beaucoup. Si les hydrocarbures sont pas chers, il y en a moins parce que c'est pas rentable de les sortir. Alors, on va démarrer dans les ordres de grandeur un peu de ce projet. Ce projet, il est à 130 km de la côte. Ce sont 8 risers que vous voyez ici l'espèce de tour de flexible qui ressemble à un paquet de spaghettis, ça s'appelle des risers. Le projet Dahlia, c'est 71 puits, donc 37 puits producteurs, mais on a également des puits injecteurs d'eau, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, souvent, le pétrole vient avec du gaz et de l'eau. Et donc, cette eau-là, évidemment, on ne peut pas la rejeter dans la mer, et donc il faut la réinjecter de là où elle vient, ce qui permet d'une part d'éviter de polluer, et d'autre part, ça permet de maintenir la pression à l'intérieur du réservoir de pétrole et pouvoir produire plus. Et puis, il y a également 3 puits injecteurs de gaz qui ont le même rôle. Vous avez des boucles de production qu'on appelle les production loops. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole, quand il est soumis à des conditions d'humidité et de température très basses, le gaz, à l'intérieur de lui, peut geler. Ça s'appelle un hydrate de gaz. Et ça, c'est notre hantise dans la production en mer. C'est-à-dire que si on a un hydrate, ça bouche une canalisation. Donc, on ne peut pas avoir si vous voulez, des tuyaux à sens unique, il faut que ce soit une boucle, de manière à entretenir tout le temps une circulation de fluide chaud. Vous avez 75 km d'ombilicaux. Les ombilicaux, en fait, c'est des tuyaux hydrauliques et électriques qui permettent de contrôler les puits. Vous avez des manifolds. Les manifolds sont des collecteurs. Donc, en fait, comme vous voyez sur l'image, à chaque fois, vous avez les tout petits points jaunes, c'est des têtes de puits. Et ils sont reliés à un gros point jaune qui est un collecteur. Voilà un peu à quoi ça ressemble un champ en mer profonde. Alors, je vais vous donner maintenant des ordres de grandeur en prenant des petites distances à travers la France. Si vous imaginez que la ville, c'est Lille, eh bien, la plateforme pétrolière, elle est au large du Tréport, dans la Manche.
Donc on s'y rend en hélicoptère. Donc vous imaginez que pendant des années, mon quotidien, enfin mon mensuel, ça a été de me rendre là-bas. Je travaillais un mois sur deux. Un mois j'étais sur la plateforme et un mois j'étais en vacances. Et donc le mois où j'y allais, je prenais 2 vols intercontinentaux pour aller en Angola. Et ensuite on prend un hélicoptère pendant à peu près 1 heure et demie, qui nous amène sur la plateforme en mer. Premier ordre de grandeur. Deuxième ordre de grandeur, c'est la taille du champ pétrolier. Parce que tout à l'heure sur l'image, vous ne vous en rendez pas compte. Là, j'ai pris par exemple une photo satellite de la ville de Nancy. Donc tous les Français de la salle, imaginent à peu près Nancy, qu'est-ce que ça fait? C'est une ville qui fait 230 km². Eh bien, le champ pétrolier que je vous ai montré tout à l'heure, il fait plus que la surface de la ville de Nancy. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous êtes à 145 km de la côte, et sous l'eau, à 1500 mètres de profondeur, vous avez, sur la superficie de la ville de Nancy, 60 puits et des milliers de pipelines. C'est quoi 1200 mètres de profondeur d'eau? Eh bien, la plupart des gens qui sont allés à Paris voient un peu la tour Montparnasse, qui fait 200 mètres de haut. Eh bien, vous superposez 6 fois la tour Montparnasse et vous avez la taille des installations de production. Donc, vous imaginez, vous êtes à 140 km de la côte, tout seul. Vous avez 6 tours Montparnasse d'eau dessous et la surface de Nancy avec 70 puits. Voilà le genre d'installation que nous maîtrisons en Afrique et ailleurs pour produire du pétrole en mer profonde. Un investissement comme ça, c'est pas loin de 10 à 15 milliards d'euros dépensés sur à peu près 5 ans pour une production qui va durer 20 ans. Vous avez vu cette barge ça s'appelle un FPSO, un Floating Production and Storage and Offloading, c'est-à-dire une barge flottante de production, de stockage et d'export. Elle fait 300 mètres de long. Elle fait 30 000 tonnes rien que sur l'usine qui est mise dessus. Elle abrite 190 personnes et elle peut produire 240 000 barils de pétrole. Vous pouvez le lire à l'écran et encore une fois, vous aurez la présentation à la fin si vous voulez garder un ordre d'idée de ces chiffres. Alors pareil, là, en mer, ça n'a pas l'air très grand. Vous allez me dire, tiens, on dirait un cargo. Alors, comme je sais que vous êtes des étudiants de Beauvais, j'ai pris une photo satellite de Beauvais. Donc, vous avez la distance entre la cathédrale et puis les impôts, sur la rue Jean Vaste, là, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Et en fait, eh bien, cette distance, c'est la barge. Donc, si vous la mettiez en ville, vous vous rendez compte que c'est absolument énorme. Ça, c'était une installation de production que je viens de vous présenter. Mais mon métier personnel, ça a été que pendant des années, moi j'ai travaillé sur les navires qui sont en charge de forer le puits. Donc, je vais vous parler de ça maintenant dans les 10 prochaines minutes. C'est essentiellement comment se passait la vie et quels sont les ordres de grandeur de ce qu'est un navire de forage océanique. Celui-là, c'est le Saipem 10 000, c'est un des premiers sur lequel j'ai travaillé, en Angola, toujours. C'est opéré par une société italienne qui dépend du groupe Eni, qui est la société pétrolière italienne. Et là, encore une fois, on va jouer au jeu des ordres de grandeur. Donc, quand j'ai terminé ma carrière, avant d'aller dans les bureaux, j'étais l'un des superviseurs d'une installation comme celle-là. Et c'est vrai que c'est un métier passionnant que je suis très fier d'avoir fait, en fait. Alors voilà. Vous imaginez la tour Montparnasse, vous la couchez dans la mer et vous avez ce bateau. Alors, la photo de gauche, elle est prise du haut du derrick, qui fait 70 mètres de haut, donc c'est vraiment une tour impressionnante. Ce qui est fascinant sur ces bateaux, c'est qu'ils ne sont pas ancrés. Ils sont maintenus en position avec un système de balises acoustiques qu'on dépose au fond de la mer avec un robot. Et également, ils ont un signal satellite GPS qui parle à l'ordinateur de bord. Et en fait, l'ordinateur de bord est connecté à 8 propulseurs. Si vous voulez, vous avez 8 hélices sous le bateau, multidirectionnelles, qu'on appelle des thrusters. Et elles reçoivent leurs ordres de l'ordinateur de bord pour pouvoir maintenir le bateau en position, ça s'appelle en positionnement dynamique, tout le temps, toute l'année, parce que le bateau travaille 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il peut encaisser des tornades ou ce que vous voulez comme condition. En général, il peut maintenir sa position à moins d'1 mètre près. Le derrick, c'est quoi? Vous avez tous entendu parler du derrick. C'est une grande tour et en fait, c'est essentiellement une grue qui permet de monter et descendre les équipements avec lesquels on fore le puits.
En fait, c'est une perceuse géante, si vous voulez, où on va forer le puits avec un trépan qui est connecté à des tiges qui sont vissées les unes à la suite des autres, et ça pèse un poids énorme, et c'est pour ça que cette grue, elle a une capacité de 1000 tonnes. Pour la bouger, eh bien, en fait, il faut un treuil, et ce treuil, voilà, il fait 5700 chevaux, et il y en a deux. Et pour tourner la perceuse, pour tourner la mèche, pour tourner ce qu'on appelle le train de forage, on utilise un appareil qui s'appelle une top drive, si vous voulez, c'est comme un moteur de perceuse. Et il est tellement puissant, il est aussi puissant qu'une rame de TGV, ce moteur, et il a un couple de 56 tonnes-mètres. Alors ça ne vous dit rien, parce qu'en général, les gens ne sont pas familiers avec ce que c'est qu'un couple. Donc pour vous imaginer la force que ça a, vous imaginez que vous prenez une locomotive de train, vous la posez sur un levier d'1 mètre de long, et vous avez le couple de rotation qui est nécessaire pour forer un puits pétrolier. Donc c'est des ordres de grandeur assez impressionnants, c'est des très très grosses machines. Et évidemment, pour alimenter ces machines, elles ne fonctionnent pas à l'esprit sain. Ces machines utilisent une centrale de production électrique qui permet de mobiliser la totalité du navire, et vous avez 48 mégawatts de puissance installée à bord d'un bateau comme ça. Alors pareil, 48 mégawatts, c'est quoi? Eh bien, 48 mégawatts, c'est de quoi alimenter 48 000 foyers. Donc, une bonne partie de Beauvais, quoi. Là, vous avez une image de à quoi ressemblent les propulseurs. C'est une image que j'ai prise quand je travaillais en Corée à la construction de ces bateaux. Chacune de ces hélices fait 4 MW et demi, c'est-à-dire c'est à peu près une locomotive chacun. Là, je vais vous montrer de nouveau une petite vidéo. Ah non, c'est pas à ce moment-là qu'il y a une vidéo, pardon. Ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemble le chantier de construction d'un navire comme ça. J'ai eu la chance de travailler en Corée pour superviser la construction d'un navire comme ça pour Total. C'était en 2009, le temps passe. C'est un navire qui fait 228 mètres par 40 de large et 20 de haut, qui déplace 96 000 tonnes d'eau. Et puis, bah, vous voyez, hein, à l'échelle, ici, vous avez un petit escalier, là où il y a ma souris, sur la gauche en bas. Et ben, un petit escalier vous donne la taille d'un homme. Et ça, c'est un seul élément de l'intérieur de la coque et les poutrelles qui donnent la structure au navire. C'est énorme ici. Voilà à quoi ressemble le chantier naval de Samsung. C'est impressionnant parce que vous avez sur un chantier naval comme ça, vous avez 22 000 ouvriers qui travaillent. Et des chantiers navals comme ça, en Corée, il y en a 3, et celui-là, ce n'est pas le plus grand. Le plus grand, c'est Hyundai. Et à côté, celui qui est à peu près équivalent à Samsung, c'est Daewoo. Donc, j'ai une petite vidéo qui vous montre également l'extension du chantier naval, où vous imaginez tous les matins à 8 h du matin, 22 000 personnes qui arrivent au boulot à la même heure. Donc voilà, en fait, vous imaginez, donc c'est une ville. Il fallait se déplacer en vélo ou en voiture à l'intérieur du chantier naval pour que je puisse aller entre mon bureau et là où il y avait la construction. Et au niveau du planning, j'ai jamais vu des gens plus impressionnants que les Coréens. Les Coréens, c'est le genre à vous dire, voilà, mardi dans 2 mois et demi, on va bouger votre bateau. Et vous pensez qu'ils ne vont pas le faire, et bien le mardi 2 mois et demi plus tard, à 14 h, ils font exactement ce qu'ils ont dit. C'est vraiment impressionnant, et si un jour vous avez la chance dans votre vie d'aller visiter un chantier naval, faites-le. Les bateaux, comme je vous ai dit, on y va en hélicoptère, donc il y a un hélipont sur les hélicoptères qui peuvent accueillir les plus gros hélicoptères du marché, comme les Sikorsky 61. Vous avez vu ça dans les films sur le Vietnam ou l'Afghanistan. Un hélico comme ça, on était 20 personnes à bord, hors les pilotes. C'est vraiment énorme. Pour pouvoir forer, avec un bateau comme ça, vous pouvez forer jusqu'à 3,5 km de dos, mais derrière, vous pouvez faire des puits qui font jusqu'à 7 km de long. C'est très, très, très impressionnant. Les puits, c'est vraiment pas un petit trou, c'est un ouvrage d'art qui peut coûter jusqu'à 100 millions d'euros pour faire un puits
dans le domaine de l'exploration et à peu près 40 ou 50 millions pour pouvoir faire un puits dans le domaine du développement, c'est-à-dire de la production pétrolière. Donc ce sont des choses qui coûtent extraordinairement cher. Voilà après une petite image qui représente qu'est-ce que ça fait 200 personnes à la réunion du dimanche. Hein, c'est beaucoup, 200 personnes à gérer, 23 nationalités. Donc quand vous êtes le chef ou la chef d'une telle troupe, je peux vous dire que c'est pas évident de maintenir tout le monde content entre les Japonais, les Chinois, les Indonésiens, les Afghans, les Angolais, les Congolais, les Nigérians, les Brésiliens, les Colombiens, et chacun veut son petit déjeuner avec sa nourriture traditionnelle. Alors, en fait, le bateau, il est contrôlé, tout est robotisé. Donc là, j'ai une autre petite vidéo qui vous démontre à quoi ressemble la cabine de contrôle. C'est des vidéos que j'ai prises moi-même hein, quand j'étais là-bas dans mon travail. C'est pour ça qu'elles sont pas, c'est pas des vidéos d'entreprise, c'est des vidéos vraiment de base. Ça s'appelle une cyberbase. Ça vous démontre un peu comment on travaille au jour le jour à l'intérieur d'une cabine qui permet de piloter du forage. Alors, je ne sais pas si elle va bien vouloir se lancer celle-là parce que je crois que je ne l'avais même pas chargée ce matin, donc je suis désolé, mais je pense que je vais vous la bypasser. Il y a un élément très important de ces navires, parce qu'on parle souvent de la pollution, et vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, vous avez vu ce film avec Mark Wahlberg, si je ne dis pas de bêtises, là, le Deepwater Horizon, le très grand désastre qui a causé plus d'une dizaine de morts chez BP en 2010 dans le golfe du Mexique aux États-Unis. En fait, ce désastre est arrivé parce qu'on a perdu le contrôle du puits. D'ailleurs, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai quitté Total et je suis allé chez BP, c'est parce que suite à cet accident, BP a voulu s'assurer le soutien de spécialistes internationaux pour pouvoir changer leurs procédures. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait, je les ai rejoints. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle un BOP, c'est un obturateur anti-éruption. C'est l'équipement de sécurité qu'on doit poser sur un puits pour empêcher qu'il fasse une éruption. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est vraiment un appareil impressionnant. C'est gros comme un immeuble de 3 ou 4 étages et ça fait 350 tonnes. Donc c'est des vannes en acier qui sont servo-contrôlées, c'est hydroélectrique et c'est vraiment énorme. Et ça pèse le poids d'un Airbus A380 au décollage. Donc c'est vraiment des technologies complexes. Dans le puits, en fait, quand on fore un puits, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de perceuse, mais comment on s'assure que le puits ne s'effondre pas? En fait, on lubrifie la tête de forage en pompant de la boue. C'est un mélange d'argile avec un certain nombre de produits chimiques. Et en fait, on pompe à l'intérieur d'une tige et cette boue, elle va sortir au niveau du trépan, elle va lubrifier le trépan et en sortant du puits, elle va entraîner avec elle les déblais. Et évidemment, pour ça, il faut des pompes à bout d'une puissance incroyable. Et sur un bateau comme ça, il y a 4 pompes de 2200 chevaux qui pompent à 500 bars. Alors, s'il y a des gens dans l'assistance qui ne sont pas familiers avec qu'est-ce que c'est que les pressions, dans les pneus de votre voiture, il y a 2 bars. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que ça représente 500 bars à 2200 chevaux. Si jamais ça explose, il n'y a plus personne de vivant à 50 mètres à la ronde. La boue, elle est stockée dans tout un système très complexe de réservoirs, de vannes, où chacun a son spécialiste. C'est pour ça qu'il y a 200 hommes à bord et 200 femmes aussi, parce qu'il ne faut pas croire que l'offshore, c'est un monde exclusivement masculin. Il y a également des femmes à bord, qui sont souvent, d'ailleurs, justement, des chimistes ou des personnes qui sont spécialistes de ces fluides. Eh bien, à bord d'un bateau comme ça, il y a 2000 mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent d'une piscine olympique, de boue et de fluide de forage, et ça c'est toute une autre spécialité qui est très proche du géologue d'ailleurs, parce que le géologue il suit de très très près la réaction des terrains au fluide, et puis évidemment il est à la sortie du puits pour vérifier comment les déblais remontent et qu'est-ce qu'on est en train de forer. Le géologue il a vraiment une position centrale dans le domaine du forage. Dernier appareil très important qu'on utilise assez fréquemment, c'est l'industrie pétrolière est une des plus grosses utilisatrices de robots sous-marins de pointe, qu'on appelle des ROV, des Remotely Operated Vehicles. Et là, je vais vous montrer une autre de vidéo extraordinaire, des genres de rencontres qu'on fait. C'est une vidéo de 2006 qui est prise à 3000 mètres de profondeur aux États-Unis, sur un endroit qui s'appelle Canyon Offshore, et vous allez voir ce qu'on voit au robot. Donc, ce que vous voyez en jaune, c'est une tête de puits, et regardez un peu ce qui vient nous rendre visite. Alors, ça arrive bientôt.
Et vous allez le voir apparaître, voilà, ici sur la droite. On est à 3000 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a une pression environnante de quasiment 300 bars. Et vous voyez se balader tranquillement en apnée un cachalot. Image extraordinaire qui est très connue dans l'industrie quand elle a été prise. Voilà, on voit sa queue là, qui est juste à côté de la tête de puits. En fait, il est venu par curiosité parce qu'il a vu les lumières du sous-marin. Et je pouvais vous dire que, en fait, ça, c'est des scènes que j'ai vécues assez souvent dans ma vie. On travaillait vraiment dans Abyss, quoi. C'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, hop, bougez pas, je reviens. Ça, c'est une autre image intéressante qui vous montre à quoi ressemble une tête de puits sous-marine. Donc ça a été ma spécialité pendant 15 ans. En fait, une fois qu'on a fini de forer le puits, on lui met une sorte de robinet qui permet de contenir sa pression, parce que les puits, ils sont sous des pressions souvent colossales. Et donc, on descend cet appareil qui fait à peu près 35 tonnes, et on vient le verrouiller sur la tête de puits, et c'est un robinet qui est robotisé, commandé à distance pour pouvoir ouvrir, fermer le puits, ou injecter des produits chimiques à l'intérieur. C'est très impressionnant. Je pense pas que le son passe à travers de la conférence, mais vous allez voir cette vidéo. C'est à quoi ressemble une opération délicate de mettre à l'eau cet appareil de 35 tonnes avec les outils pour le descendre, qui eux pèsent également une vingtaine ou une trentaine de tonnes. Donc, ici, vous avez une sorte de bassin qui est au centre du bateau, qu'on appelle un moon pool, le bassin de lune, parce que la lune pourrait se refléter dedans. On est sous le derrick, et en fait, c'est une opération extrêmement délicate. Donc, je vous passe cette vidéo, ça vous donne un peu une idée du genre de quotidien qu'ont les hommes qui font ça, et les femmes, pendant que nous, on est en France. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de faire ça en Afrique, en Inde, au large du Mexique et ailleurs, et surtout au Brésil. Donc, vous voyez que c'est une opération qui est très lente. Et dessous, vous avez donc 2 km d'eau. Il faut le descendre très 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 lentement pour éviter les chocs thermiques. Et puis en même temps, c'est pas très rapide. Et le tout avec un bruit d'à peu près 120 décibels à cause des machines. Voilà, ça y est, il est dans l'eau. C'est parti. Donc après, ce procédé de descente de la tête de puits à l'intérieur de l'eau, elle met à peu près entre 8 et 9 heures à s'effectuer. En fait, sur un bloc offshore, c'est-à-dire sur une concession, sur un champ pétrolier, il n'y a pas que le forage et la production. Il y a également d'autres métiers qui s'impliquent comme ce qu'on appelle la construction sous-marine. Là, ce que vous voyez, c'est une énorme barge qui est également maintenue en position par satellite et balise acoustique et qui vient installer des superstructures à 2 km de fond. Donc vous imaginez une grue avec un câble de 2 km qui installe des choses à 200 km des côtes. Je pense que souvent on se pose les questions du mystère des pyramides égyptiennes, mais je crois que dans des siècles, lorsque les générations futures découvriront les structures qu'on a mis au fond de l'océan, ils se demanderont vraiment qu'est-ce qu'on a fait. Donc à tout moment, par exemple au moment de la construction du projet d'Alia, il y avait 37 bateaux offshore et on était près de 2500 personnes à travailler en mer à cette époque-là. On est en train de se diriger vers la fin. Bon, ça, évidemment, j'en parle beaucoup plus avec des assistances qui sont moins formées à la géologie, mais la géologie et la géophysique, évidemment, c'est un très très gros point important de notre métier. Alors, les images que vous voyez, c'est pour expliquer aux gens à quoi ressemble une image de sismique et comment on vient implanter un puits à l'intérieur des zones favorables.
Alors, si dans l'assistance, il y a des gens qui ne sont pas géologues ni géophysiciens, je vais quand même dire un mot afin que personne ne se sente perdu. En fait, ça, c'est une coupe à l'horizontale d'un horizon qui se situe à peu près à 1500 mètres sous les sédiments, entre 1500 et 2000 mètres. Et en fait, vous avez des zones dans lesquelles on va chercher du sable qui est mélangé à des couches d'argile. Donc vous avez une alternance, c'est comme un millefeuille, du sable, de l'argile, du sable, de l'argile. Et on va chercher le sable parce qu'en fait, le pétrole, il est dans le sable. Et on voit que ce que vous voyez en noir, ce sont des failles. Et évidemment, les points rouges sont des endroits où la porosité, c'est-à-dire la qualité de rétention de l'hydrocarbure est beaucoup plus élevée. Donc ce que vous voyez à l'écran qui ressemble un peu à un cheveu, c'est le puits. En fait, pour ceux qui ne sont encore pas familiers, le puits, ce n'est pas un trou vertical. C'est quelque chose qui est piloté comme avec une tête chercheuse et qui permet d'aller chercher des zones qui sont optimales pour produire. Et en fait, c'est un drain horizontal qui part depuis la surface. Là, vous avez une coupe de la même zone, mais cette fois-ci une coupe verticale de ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, en noir, vous avez le puits que vous voyiez tout à l'heure comme un cheveu. Les images sismiques, c'est une sorte d'échographie du sous-sol, c'est-à-dire on envoie des ondes acoustiques et on regarde comment elles se réfléchissent sur les structures. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode géophysique pour pouvoir proprement parler qualifier les hydrocarbures. Par contre, on peut voir les structures dans le sol qui pourraient être propices à renfermer les hydrocarbures. Vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait ces zones rouges, là, les deux zones rouges dans lesquelles on essayait d'intercepter. Ce sont ces deux niveaux différents qui sont séparés là où il y a ma souris par une faille qui est venue les déplacer à deux niveaux. Et en fait, le puits, il essaye de partir à l'horizontale et d'aller intercepter ces deux lentilles de sable dans lesquelles il y a des hydrocarbures. Ce sont des idées extrêmement simplifiées, mais c'est pour vous expliquer que le pétrole, on ne le cherche pas au hasard. On a comme une carte du sous-sol et on essaye d'intercepter les zones qui nous intéressent. Ça, c'est un point qui va générer des débats parce que justement, je voulais vous démontrer que l'industrie pétrolière, elle change au cours de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait lorsque j'ai débuté il y a 20 ans, mais qu'on ne fait plus. À l'époque, pour pouvoir mettre en production les puits, il fallait les tester pour savoir pour pouvoir nettoyer la boue et les premiers hydrocarbures qu'il y avait à l'intérieur du puits. Et à l'époque, on les brûlait. Et vous voyez que ça génère des fumées de combustion absolument horribles. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Aujourd'hui, on produit tout et on réinjecte les produits de la combustion. Et ça, c'est quelque chose qui est fini. Donc, sur simplement l'échelle de ma carrière, je suis très loin d'être retraité, vous voyez que l'industrie a pris quand même des mesures incroyables. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle dans le débat parce que, en fait, je ne suis pas du tout ici pour défendre l'image du pétrole, mais par contre, dire que le pétrole est une industrie qui fait rien, qui est extrêmement polluante, etc., c'est pas vrai. Alors, je conclue avec la dernière vidéo qui vous démontre un peu à quoi ça ressemble quand on fait démarrer un puits. Ça fait le bruit d'un moteur fusée, en fait. Et c'est très, très impressionnant. Alors, je ne sais pas si ça va bien vouloir se lancer à travers le réseau, parce que les vidéos sont assez lourdes. Alors, on va regarder. Je tente. Et si ça ne marche pas, tant pis. Faut imaginer une espèce d'énorme torchère. En fait, sur un puits pétrolier qu'on teste, on peut brûler jusqu'à 6000 barils jour. C'est assez énorme. Et en fait, comme il n'y a pas assez d'oxygène à la torchère pour la torcher, on est obligé d'utiliser de la turbocompression, pour des compresseurs énormes pour pouvoir suralimenter en air et pouvoir assurer la combustion. Voilà, donc c'était une petite présentation qui est destinée essentiellement à susciter vos questions. J'en profite aussi pour dire qu'il ne faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Et puis je pense que maintenant, je vais arrêter le partage de mon écran et on va passer en mode questions. Je pense que ça faisait les 55 minutes que j'avais prévu,